Aujourd'hui, on s'attaque à une légende, le Sony Alpha 7 III. C'est parti. Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'une légende, oui j'ai bien parlé d'une légende, le Sony Alpha 7 III. Alors pourquoi est-ce que je parle d'une légende? Parce que dans le monde numérique, chaque marque a connu son heure de gloire avec un boîtier légendaire. Canon a eu son 5D Mark II, qui a lancé, même si c'est pas tout à fait eux les précurseurs, mais qui a lancé et qui a démocratisé la vidéo dans un boîtier réflexe. Nikon a eu son D850 et peut-être son Nikon Z9, qui est quand même un boîtier qui peut tout faire, incroyable. Olympus a eu son OMD Mark I, Panasonic a eu ses GH4 et GH5 qui ont marqué un peu l'histoire de la 4K en vidéo en interne. Et Sony a sorti en 2018 ce Sony Alpha 7 III. Alors évidemment, on va pas réinventer la roue, des tests de ce boîtier hybride plein format qui a révolutionné à son époque la photo et la vidéo. Il y en a 150 000 sur YouTube. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de faire plutôt un retour d'expérience de quelqu'un qui vient d'un autre format de capteur. Moi, j'étais sur du micro 4 tiers et de la PSC. Donc quelqu'un qui passe sur du plein format, de quelqu'un qui a décidé de changer de marque. Je suis passé chez Sony. Et du coup, de se poser la question, est-ce que ce boîtier qui est sorti en 2018 peut toujours être valable en 2023? On va faire un rapide tour du propriétaire, même si les specs, vous les avez en ligne depuis très longtemps. On est sur un appareil hybride plein format avec un capteur stabilisé de 24 millions de pixels qui peut faire de la 4K jusqu'à 30 images par seconde, de la Full HD jusqu'à 120 images par seconde. On est sur du 420 8 bits, il n'y a pas de 10 bits. On est sur un autofocus à 993 points qui couvre 93% du capteur. Alors aujourd'hui, c'est un boîtier qui se vend 2000 €, boîtier nu neuf sur Amazon. À sa sortie, il était à 2300 €, aujourd'hui il est à 2000 €. Moi, personnellement, je ne l'ai pas payé ce prix-là. Je l'ai acheté sur le Amazon allemand, 1560 €, boîtier neuf. Super bonne affaire. Et je vous conseille personnellement de surveiller le Amazon.de. Car régulièrement, des grosses promos comme ça, moi j'ai utilisé l'application Deal Labs, voilà, je vous le dis, il n'y a pas de sponsor, quoi que ce soit, j'utilise Deal Labs à titre personnel, et ça m'a permis de tomber sur cette offre au moment où je comptais changer de boîtier, donc je l'ai payé 1560 €, donc presque 500 balles de moins que ce qu'on peut le trouver sur le Amazon français. Et oui, à ce prix-là, j'ai préféré privilégier le neuf à l'occasion, puisque d'occasion, vous allez trouver des boîtiers entre 1500 et 1700 €. Parfois, si c'est vraiment une bonne affaire, vous pouvez tomber sur du 1300. Mais en gros, il était au même prix d'occasion en France que neuf en Allemagne, donc je me suis jeté dessus. En termes d'ergonomie, on est sur un petit boîtier qui donne une impression de robustesse et de solidité. On a malheureusement ce petit doigt qui se balade, on est un petit peu trop petit selon moi, mais moi j'ai des grandes mains. On a un double port SD. On a un écran tactile, mais attention, pas tactile dans les menus, tactile juste pour faire un suivi ou une mise au point. Voilà. La quasi-totalité des boutons sont personnalisables, ça c'est un vrai plus. On a un placement des molettes qui est pas idéal, la molette du shutter elle est là, et c'est contre-intuitif. Sur la plupart des boîtiers que j'ai eu avant, donc quasiment toutes les marques à l'exception de Nikon, le shutter était au-dessus, et là il est là. Et en fait c'est contre-intuitif, et ça fait partie des choses que je lui reproche, des défauts. Autre défaut, c'est son écran voilà, qui se met comme ça. Il peut pas se retourner, il peut pas, comme le X-T3, faire double manip. Là, on peut seulement voilà, l'incliner comme ça, et je trouve que c'est assez pénible. En termes de qualité d'écran, la dalle est assez médiocre. Déjà à l'époque, c'était pas fou. Aujourd'hui, avec ce qui sort, c'est pas terrible. Et le viseur à l'intérieur, on est à peu près sur le même problème. On a un truc qui est assez peu défini, et donc, en somme, voilà, les deux écrans, le VF et l'écran tactile, c'est pas fifou. Donc voilà, l'ergonomie générale, on est sur un boîtier qui transpire la solidité, quand on l'a en main, on sent que ça va pas péter au moindre truc, donc ça c'est vraiment cool. Par contre, c'est un boîtier qui est petit, alors c'est la marque de fabrique de Sony, les boîtiers ont été améliorés depuis avec la 7S III, la 7 IV, on en parlera dans de futures vidéos, mais voilà, pour cette ergonomie de 2018, on est sur un boîtier qui est trop petit pour les grandes mains et qui a des petits défauts d'ergonomie, voilà, c'est pas catastrophique, mais c'est pas fou. Au niveau de l'ergonomie logicielle, le point positif, c'est le fait que tout est personnalisable. Toutes les touches sont assignables et ça, c'est vraiment confortable quand on est dans un usage. Alors perso, c'est bien, dans un usage pro, faut aller vite. Et le fait de pouvoir assigner toutes les fonctions qu'on veut à des touches, c'est vraiment génial. Moi, j'avais ça sur Panasonic, je suis très content de le retrouver sur Sony. En revanche, les menus,
on est sur les anciens menus Sony, c'est une catastrophe. J'espérais qu'avec une mise à jour, ils remettent tout ça à niveau, c'est pas le cas. Les menus, c'est le foutoir, alors ok, on finit par y retrouver ses petits au bout d'un moment, mais globalement, il y a 1 milliard de pages, de lignes, c'est un bordel pas possible. Et alors, les appellations et les acronymes, mais c'est juste pas possible, quoi. Typiquement, sur toutes les marques, le focus picking, ça s'appelle du focus picking. Et chez Sony, ça s'appelle, je l'ai pris en note, j'arrive pas à le retenir, affichage d'intensification. Alors je peux te dire que quand tu cherches ton focus picking dans ton menu et qu'au bout d'un moment tu es obligé d'aller sur Google pour voir quel nom ils ont attribué, affichage d'intensification, voilà. Et en fait des termes comme ça, il y en a plein qui en fait sont pas des termes communs à toutes les marques. Sony ils ont décidé de se la jouer solo et je trouve que c'est dommage parce que du coup on perd en efficacité et en vitesse quand on navigue dans les menus. Un des sujets de ce boîtier c'est l'autofocus. Est-ce que cet autofocus vaut le coup? En 2018 c'était un tueur, c'était un des premiers à intégrer le visage, l'œil, etc. En 2022-2023, on est un peu moyen, on n'est pas à la hauteur d'un Canon R6, on n'est pas à la hauteur d'un Nikon Z9 évidemment, on n'est pas à la hauteur d'un Sony A7 IV, voilà, on est sur une technologie qui, même s'il y a eu quelques petites mises à jour, s'est un peu améliorée. Alors soyons clairs, on est sur un autofocus qui est quand même plutôt bon, il était bon à l'époque, il est toujours bon aujourd'hui. C'est une technologie qui fonctionne bien, en photo elle fonctionne vraiment très bien, en vidéo autofocus continu, ça va dépendre, dès que vous êtes en condition de basse lumière, il va pêcher, il va pomper, il va galérer. Face à la concurrence on est comment? Face à Pana, il n'y a même pas match, il est bien meilleur que tous les Panasonic qui existent. Face à Fujifilm, si ce n'est le X-H2S, il est meilleur. Face à Nikon Z6, Z16 version 1 et 2, on est un petit peu meilleur. Évidemment, on n'intègre pas le Z9 là-dedans. Et face à Canon, il est plié. Face à un R6, un R7, un R3, voilà, un R5, il fera pas match. Parce que moi, je l'ai testé avec un 28-75 f2.8, donc c'était le Tamron en génération 2, donc le dernier qui est sorti, qui a des super moteurs autofocus. J'ai obtenu des super images. En photo, en autofocus continu, il m'a fait plutôt du bon boulot, alors j'ai eu pas mal de déchets quand même, mais au global, je suis très satisfait de ce que j'ai réussi à faire. Et en vidéo, ça marche pas mal. Par contre, dès qu'on le teste sur des petites bêtes comme ça c'est le tout dernier Sigma 85 mm f1.4 DigiDN Contemporary. Donc on est sur du 1.4, on est sur une grande profondeur de champ, on est sur une zone de netteté qui est minuscule et une très grande ouverture. Et ça pour lui, c'est très compliqué à gérer. Je l'ai testé dans un salon de tatouage et du coup, il faisait que de pomper. J'avais beaucoup de mal à obtenir des images nettes, à faire le point sur la partie que je voulais. Voilà, donc dès qu'on est sur des optiques qui sont exigeantes comme ce 85 mm, vous allez beaucoup plus galérer. Et si vous voulez qu'il s'y retrouve, il va falloir monter à f2 parce que à f1.4, il en chie. En termes d'autonomie, alors moi j'ai emmené ce petit bonhomme en vacances pendant une semaine et je n'ai cramé qu'une seule batterie pour une utilisation photo, vidéo, loisirs, randonnée, etc. Je suis rentré, il me restait 14% de batterie. Ça va pas vous aider parce que ça va pas vous dire le nombre d'images que j'ai fait et je l'ai pas retenu, mais j'étais épaté de me dire qu'avec une seule batterie je pouvais tenir aussi longtemps. Ce qui est un truc chouette et qui est très stressant, c'est le pourcentage de batterie. Le pourcentage, il est écrit en haut. Donc chaque fois que vous perdez 1%, ça se voit. Sauf que là où sur un système de batterie traditionnel, sur la plupart des boîtiers, vous avez juste un logo avec 3-4 barres. Et en fait, la barre, elle disparaît tous les 25%. Du coup, c'est pas très stressant. Et le fait que vous allumiez votre boîtier, vous faites 4 photos, vous voyez, vous avez perdu 2%, et vous dites, mais ça va super vite. Et en fait, on fait que de se dire, mais en fait, la batterie, elle fond. Mais pas du tout. En fait, c'est juste psychologique. Comme on est vraiment en centième, on a l'impression qu'on en perd beaucoup. Mais fondamentalement, l'autonomie est plutôt bonne. Sur de la prestation pro, j'ai fait une presta 100% vidéo de 7 heures avec ce boîtier en complément de mon A7 IV. Et j'ai pété une batterie et demie, sachant que j'ai fait 2 captations 4K 25 de 30 minutes, plus pas mal d'autres rushs. Donc au global, il s'en est bien sorti. On va faire un rapide petit point sur la stabilisation. Donc il est censé être stabilisé 5 axes. Voilà, faites comme s'il n'y avait pas de stabilisation. Franchement, la stabilisation de Sony, sur cette génération-là, elle ne sert à rien. Elle ne fait rien. La stabilisation physique du capteur, moi j'ai franchement, qu'elle soit activée ou pas activée, je vois pas la différence. J'étais habitué avec Panasonic, alors à avoir du wobbling, il y avait des problèmes de wobbling, mais globalement l'image était d'une stabilité, c'était assez épatant. Voilà, sur Sony, on n'en est pas du tout là. D'ailleurs, j'ai pas tellement l'impression qu'ils cherchent à résoudre le problème puisqu'ils ont tout leur système de captation gyroscopique qu'ils ont mis à jour. Et je pense qu'aujourd'hui, ils se disent que la stabilisation, elle se fera en post-prod, donc ils ont aucun intérêt à mettre de la R&D dans une stabilisation de capteurs plein format pour les prochaines générations de Sony. Et maintenant, on va parler des performances des images qu'on obtient parce que c'est bien ça qui compte.
Et on va attaquer par la montée en ISO. En photo, elle est spectaculaire, c'est une dinguerie. 12800 ISO, finger in the nose, ça passe crème sans problème. En vidéo, 12800 ISO, pareil. Le bruit numérique, mais Sony, mais c'est de la magie noire. Franchement, je sais pas comment ils font. En fait, si, je sais comment ils font et je vais vous l'expliquer. C'est fantastique, jusqu'à 12800 ISO. Alors, vous avez du bruit numérique qui arrive assez tôt. Et en fait, il est très très fin et il reste stable toute la montée en ISO jusqu'à 12800. Après, ça commence à se voir un petit peu. Mais au global, vous avez très peu de bruit de comminance, des petits points bleus, des petits points rouges, il y en a très très peu. Et le bruit numérique qui fourmille est tellement minuscule, c'est juste fantastique. Et comment est-ce qu'ils font ça? Votre image 4K, elle est oversamplée. Ça veut dire que votre capteur de 24 millions de pixels, il va filmer de la 6K et il va l'écraser en 4K. Il va faire ce qu'on appelle du pixel binding. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois, il va faire une moyenne de 4 pixels et il va, hop, vous en afficher un seul. Ça permet d'avoir plus de lumière puisqu'il fait la moyenne des 4 luminosités. Ça permet d'avoir un bruit numérique qui est écrasé et qui est donc beaucoup plus petit. Et ça, c'est la magie Sony. Mais comme toute magie, il y a un prix à payer parce que oui, vous pouvez monter à 12800 ISO. Par contre, dès que vous montez dans les ISO, vous avez une dérive colorimétrique. Votre image, elle part en sucette et vous avez tendance à tirer sur du magenta assez fortement. Alors en log, ça peut se rattraper. Dans les autres formats, c'est beaucoup plus difficile. Je vous invite à aller voir la vidéo de comparaison de l'A7 III et de l'A7 IV de Benjamin derrière la caméra, qui avait fait une comparaison de montée en ISO, et là ça se voit clairement sur le A7 III, la montée en ISO qui tire légèrement sur le magenta. J'ai fait également une vidéo de montée en ISO des différents capteurs, micro 4 tiers, APS-C, plein format, et j'avais tiré la même conclusion sur mon A7 III, qu'on avait une légère dérive colorimétrique, et qui dans certains cas n'est pas légère et est assez marquée. Et maintenant on passe à la dynamique, et là, en haute lumière, vous pouvez récupérer 1 à 2 stops je dirais, mais alors en basse lumière, vous retirez 3 stops sans problème. C'est absolument incroyable. Je vous mets quelques images. Cet été, j'ai profité de mon A7 III, je suis parti en vacances, et j'ai réussi à capter des mecs qui faisaient du VTT, qui faisaient des super figures, qui m'ont fait pas mal de trucs. Je les ai interpellés, je leur ai proposé de leur faire des photos, et j'avais mon 2875 Tamron dont j'ai parlé tout à l'heure, G2 f2.8, et je me suis dit, je vais exposer pour les hautes lumières et on va voir ce que ça donne. Et sur les photos, je regarde après sur mon ordi et je me dis, oh la vache, et les noirs ils sont super bouchés. J'ai préservé le ciel, mais alors dis donc, tout ce qui est dans les ombres, en plus je me suis mis dans les conditions les plus compliquées, je me suis mis à contre-jour. Franchement, je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça permet un peu de tester le boîtier. J'ai récupéré les ombres et là je vous mets le résultat. Mais c'est incroyable ce que j'ai récupéré. J'ai réussi à faire un super étalonnage, une super correction, et j'ai récupéré beaucoup d'infos dans les noirs, beaucoup d'infos dans les blancs. Voilà, c'était... voilà, je pensais pas que c'était possible. Ensuite, le rolling shutter. On va pas se mentir, c'est, je pense, le pire rolling shutter du marché. Sony a un problème avec le rolling shutter, c'est une catastrophe. Le rolling shutter, c'est votre image qui, lorsque vous faites un mouvement, va courber les lignes. En fait, le capteur, il enregistre au fur et à mesure, ligne par ligne, donc ça se fait à une vitesse très élevée, mais pas encore assez élevée, puisque du coup, votre image, il a enregistré le début de la courbe à un endroit, et il finit de l'enregistrer à un autre endroit, ce qui fait que votre ligne droite, elle est plus droite, elle est courbée. Et là-dessus, Sony, ils sont mauvais. Alors maintenant, je voudrais tempérer, parce que dans toutes les vidéos YouTube qu'on voit, ils disent « Ah, le rolling shutter, c'est une catastrophe, ça nique l'appareil, c'est tellement dommage. » Alors oui, c'est vrai, c'est vraiment le plus mauvais. Maintenant, il y a deux choses. La première, quand on connaît les défauts de son boîtier, on sait comment compenser, on sait quel plan on ne peut pas faire, et on sait comment les faire, le cas échéant. Deuxième chose, ok, le rolling shutter, il est très fort, mais à moins que vous fassiez un mouvement panoramique d'une moto avec un appareil monté sur votre bagnole à 160 km/h, franchement, mais à quel moment le rolling shutter va se voir au point que les personnes devant l'écran vont dire « Oh là, mais dis donc, t'as vu, et tout est courbé !» Personne va le voir. Franchement, à moins de faire quelques mouvements panoramiques particuliers, personne va le voir. Dans la plupart des cas, le rolling shutter n'est pas un problème. Et on passe à la colorimétrie. C'est un problème récurrent sur les capteurs de Sony de cette génération. Depuis, ça a été amélioré, mais sur la génération Alpha, 7, 3, R3, S2, etc., voilà, le capteur a des dérives colorimétriques. Dès que vous êtes en basse lumière, paf, vous tapez sur du magenta. En dehors de la basse lumière, vous avez tendance à avoir des peaux un petit peu verdâtres sur les tons clairs.
Voilà, il faut le savoir, ça se corrige très bien sur Lightroom, ça se corrige très bien sur Premiere, DaVinci, etc. Mais il faut savoir que vos images brutes, elles ont une tonalité particulière et qu'il faudra forcément corriger. Je me suis posé la question de la chauffe parce que je ne sais plus ce qu'il en était en 2018. J'ai souvenir que quelques personnes parlaient d'un boîtier qui chauffait beaucoup. Voilà, aujourd'hui, avec toutes les mises à jour qu'il y a eu en 2022-2023, le boîtier, il chauffe pas. Même dans la main, j'ai aucun témoin qui s'affiche, pourtant j'ai tourné longtemps avec. Et même dans la main, j'ai pas une sensation de chaleur, voilà, c'est légèrement tiède, mais parce que je le tiens longtemps à la main, mais pas de problème de surchauffe avec ce boîtier. Et n'oublie pas que si ce genre de vidéo t'intéresse, tu peux t'abonner, mettre la cloche, un petit commentaire, un petit pouce bleu, tout ça, ça fait toujours plaisir. Alors en 2023, ça vaut quoi un Sony A7 III? C'est toujours une référence. Franchement, ce boîtier est toujours une référence. À la hauteur de la légende d'un 5D Mark II à l'époque du réflexe, ce boîtier, presque 5 ans après, est toujours une valeur sûre en photo et en vidéo. En vidéo, il pêche un petit peu parce qu'aujourd'hui, tout le monde est passé à la 4K 60, il est qu'à la 4K 30, mais il a une Full HD de très bonne facture et on est toujours sur un boîtier fantastique. Alors c'est un boîtier qui a des défauts, on en a parlé, c'est pas le plus rapide, c'est pas le meilleur, c'est pas le plus performant, c'est pas le plus défini. Mais les arguments qu'il avait à l'époque sont toujours valables aujourd'hui. Il a une 4K exceptionnelle, une Full HD qui fonctionne très très bien, un très bon autofocus, une montée en ISO juste dingue, une dynamique mais magique, et une monture E qui apporte toujours à Sony cet avantage d'avoir un parc optique ultra large et accessible à tous. Et donc, la petite réponse à la grande question, faut-il acheter un Sony A7 III en 2023? Oui, mais pas à ce prix-là. Pas à 2000 € comme il est en vente aujourd'hui. À 2000 €, vous aurez bien mieux ailleurs. Vous cassez pas la tête, n'achetez pas ce boîtier à 2000 €. Le Sony A7 III, il faut le choper comme moi sur Amazon DE à 1500, 1600, je dirais jusqu'à 1650 €. Vous faites une super affaire. D'occasion, si vous le chopez à 1350 € avec pas trop de déclenchement, foncez. C'est un super boîtier. Moi, c'est mon boîtier secondaire en photo et en vidéo. J'en suis hyper content. Mais je ne l'aurais jamais payé 2000 €, jamais de la vie. J'avais prévu de me l'acheter, je cherchais une occasion, je suis tombé sur une offre incroyable sur Amazon Dutch, je l'ai acheté 1560 €. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, un petit commentaire pour avoir votre propre retour d'expérience. En attendant, prenez soin de vous. Salut!